Bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec le maître Yodu, Johan Durand, qui commence à fatiguer de sa prépa marathon. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît. Toi tu fatigues pas par contre. Ah si. T'es toujours à fond. T'es insulté ce matin mon vieux sur les 3 fois 15 minutes de seuil. C'est ça que je veux entendre. Il y avait ta photo en face de moi, je te jure, j'aurais brûlé quoi. Je te jure. Mais bon, c'est les semaines difficiles, c'est normal, il faut en passer par là. Et là on y est, on est au cœur du réacteur. Ouais. Exactement. On remercie toute la communauté pour la fidélité, votre soutien sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Strava, TikTok. Et oui, Johan Durand est sur TikTok, on n'en revient pas, mais c'est pourtant réel. Sur les plateformes aussi. Apple, Spotify, Deezer, YouTube, merci de continuer à laisser des notes et des commentaires, ça nous permettra de grandir. Nous, RMC Running, votre podcast préféré sur la course à pied. En plus, on a un invité exceptionnel aujourd'hui, un champion, un aventurier, un ami d'RMC Running, Mathieu Blanchard à mes côtés. Salut Mathieu. Salut la team, salut Yodu, salut Benoît. Merci de me réaccueillir dans ce beau studio et hâte de parler avec vous. On est ravis que tu sois là. Mathieu, ça ne vous a pas échappé. Vient de réaliser un exploit, cette victoire sur la Yukon Arctic Ultra, la course en milieu naturel, la plus dure et la plus froide du monde. C'est pas du tout fait pour toi, Johan. Moins 50 degrés. Je te vois pas du tout. C'est surtout le pace qui peut le choquer. 18 minutes du kilomètre en moyenne. Ouais. Le froid et le manque de sommeil, à mon avis, ça l'achèverait. C'est ça, ouais. C'est ça le truc. Mathieu, on va tirer ensemble les conclusions de cette aventure. Tu vas nous expliquer comment ça fait évoluer ta façon de penser, de concevoir ton sport, parce que je pense que ça t'a mis une claque à toi aussi sur la pratique sportive. Et puis on parlera également de la saison qui t'attend, parce qu'il y a d'autres objectifs qui vont arriver sur 2025. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on vous amène tout de suite dans le Grand Nord canadien. Le Canada c'est immense et il y a une zone en haut à gauche, là, nord-ouest, qui s'appelle le Yukon, qui est la zone la plus sauvage. Parcourir plus de 640 km sous des températures avoisinant les moins 40 degrés, le tout en moins de 8 jours. Oh non, c'est froid, toujours très froid. J'avais envie de faire quelque chose là-bas. Ce Français de 37 ans a bravé l'un des ultramarathons les plus difficiles et exigeants au monde. J'avais fait une nuit blanche dehors, donc sans dormir, et j'arrivais plus à tirer mon traîneau, j'avais du blanc partout. Oh là là, glacial. C'est moi glacial. Je suis un junkie du bonheur. En fait, j'ai besoin de souffrir très fort dans ma vie. J'ai perdu mes poumons pendant 24 heures, je pouvais plus respirer. On a eu des températures qui sont descendues quasiment jusqu'à moins 50. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Et oui, il est un peu fou, et c'est pour ça qu'on l'aime, Mathieu Blanchard, donc avec nous cette semaine. Mathieu, comment ça va ? Physiquement, mentalement Là, ça va mieux, ça y est, je me suis réemplumé, je ressemble à un beau coq, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, j'étais plus un vieux poulet rôti tout sec. T'as perdu du poids ? J'ai perdu 10 kilos. Ah, 10 kilos Si tu veux, je pense que cet été, je vais sortir un nouveau programme régime spécial, 10 kilos en une semaine. Ouais, un stage, il y a les stages en altitude, il y a aussi les stages dans le froid extrême. Alors, pour être très précis, j'ai perdu en fait 5 kilos parce que avant de partir volontairement, j'ai pris du poids. Sachant qu'on est en déficit calorique parce qu'on ne peut pas apporter assez de nourriture. Et surtout aussi, c'est que, bon là on va rentrer un petit peu plus dans la précision, mais des fois tu perds tellement de calories que tu ne peux pas en ingérer l'équivalent. Donc tu vas forcément avoir un déficit. Poids. Donc j'avais pris 5 kilos avant de partir. J'en ai perdu 10, donc au final, par rapport à mon poids habituel, j'ai perdu 5 kilos en vrai. Parce que tu es toujours affûté, tu es un ultra-trailer professionnel, donc de très haut niveau. Ton poids de forme, c'est quoi ? En fait, c'est assez stable toute l'année, c'est entre 65 et 70 kilos. Tu étais à 60 kilos quand tu es arrivé ? J'étais à 65 kilos quand je suis arrivé, je suis monté à 75 juste avant de partir. Ok. Ouais. Mais je te trouve assez frais. Bon, ça commence à faire. Là, tu as gagné cette course le 11 février. Il y a eu ce marathon médiatique. Donc, c'est la question que je voulais te poser. Et c'est là où je te félicite parce que tu as réussi à démocratiser ce magnifique défi. Je suis très content pour toi parce que tu es allé sur les plus grandes chaînes nationales. Donc, on a entendu parler et on a vu les images de ton exploit partout. Ça, c'est génial aussi pour nous, pour un podcast comme nous, parce que ça démocratise la course à pied et les aventures. Comment tu l'as digéré, ce marathon médiatique alors au début, c'était un choc parce que pour tout avouer, ce projet glacial est un projet qui va s'échelonner sur plusieurs années. Ah, voilà. Donc là, on était à l'épisode 2, parce qu'il y a déjà eu un épisode 1, je crois, l'année dernière, non ? Alors, dans cette odyssée-là, c'était le chapitre 1. Ah, c'est le chapitre 1, d'accord. Voilà. Et n'ayant pas beaucoup de repères sur ce type de format, de course, je voulais y aller un petit peu en mode
sous-marin pendant l'événement. D'accord. Je voulais quand même produire un film. Ouais. Donc forcément, un film, ça a des coûts assez importants. Donc je suis obligé de m'associer à des partenaires pour pouvoir financer le film. Et il s'est avéré qu'un des partenaires, qui est mon partenaire principal, a voulu un petit peu teaser le projet juste avant. Donc j'avais partagé 2-3 photos sur les réseaux. Mais après, sur place, je voulais vraiment être... mon but, c'était d'aller là-bas aussi pour me déconnecter. Parce que ça peut paraître hypocrite, paradoxal. Mais c'est vrai que la vie d'athlète professionnel en trail, en tout cas moi, ce que je vis aujourd'hui, il y a un côté écran, média qui est assez oppressant, qui fait partie du taf. Voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe, il faut le faire. Mais c'est vrai que parfois, à l'origine, notre sport, c'est d'être tranquille en nature longtemps. Et quand tu es bombardé de sollicitations et que tu dois aussi communiquer pour tes partenaires, au bout d'un moment, tu satures. Et je pense que mon échec à l'UTMB 2024 où j'ai abandonné dû à une blessure, tout ça était un petit peu lié à un tourment dans lequel je m'étais mis où je m'étais un petit peu éloigné de ce qui me fait kiffer dans le trail. Donc vraiment, ce projet, c'était je vais là-bas pour me reconnecter à la nature, déconnecter des écrans. Et puis de toute façon, ce qui est génial, c'est que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Parce que quand tu veux faire une détox digitale, là, en vrai, tu tiens pas très longtemps. Tu vois, tu dis aujourd'hui pas de réseau, et puis au bout d'une heure, tu te reconnectes. Là-bas, il y a pas de réseau. Là, t'as pas le choix. Y a pas le choix. Ouais, c'est ça. T'as juste un système de communication par satellite où tu peux envoyer des textos comme ça, tu vois. Et en fait, il s'est avéré que ce qui s'est passé sur place, conditions extrêmement froides, parfois il fait moins froid, les aléas de la course, des abandons, enfin beaucoup de choses ont fait qu'il y a eu un engouement médiatique en France dont je n'étais pas du tout au courant. Tu te rendais pas compte, mais il y avait des suivis Twitter, il y avait des suivis même sur le site de l'équipe, enfin tout le monde te suivait à bloc. Alors que cette course, elle existe depuis 15 ans, on n'en a jamais entendu parler, tu vois. Il y a eu l'effet Mathieu Blanchard en France quand même. Oui, voilà, mais c'est sûr que quand la course a été finie, j'ai découvert tout ça. Et le choc, j'ai pris un petit choc. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un avis assez négatif par rapport à tout ça. Pour tout te dire, ça m'a même angoissé et saoulé. Je me suis dit, ça y est, j'avais trouvé. J'étais bien, tranquille. J'ai rallumé mon téléphone quand je rentre à l'hôtel après la course. Et là, des demandes et tout. Et j'ai jeté mon téléphone, tu vois. Donc sur le coup, j'étais pas bien. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, quelques jours après, quand j'ai pu souffler, je me suis dit, mais quelle belle opportunité. C'est sûr. Quelle belle opportunité de pouvoir continuer cette mission de vie que je me suis donnée. Entre autres, et parmi d'autres, qui est de parler de mon sport, parler de la course à pied, parler de la nature. Parce que, moi, je l'ai vécu il y a quelques années en arrière et j'en suis profondément convaincu. La course à pied, c'est le sport le plus beau du monde. Et le trail, c'est encore plus beau parce que ça se fait en nature. J'ai atteint des niveaux de kiff, de bonheur comme jamais dans ma vie grâce à ce sport, grâce au trail. Et c'est vrai que je communique beaucoup dans les médias, tu vois. Spécialisés. Comme ici, tu vois, spécialisés. Donc, notre Dima, il est déjà convaincu. Et c'est pas facile de pouvoir aller parler sur des chaînes ou des médias. Quand tu vas dans le quotidien, tu parles à tout le monde. Tu parles à tout le monde, donc c'est une manière aussi de démocratiser, de faire découvrir ce sport. Et c'est là que j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, en fait, c'est cool, c'est bien de pouvoir aller parler de course à pied, de trail et de nature au grand public. Mais c'était pas prémédité au début, absolument pas. J'imagine que 99% de la communauté RMC Running sait de quoi on parle. Je vais quand même rappeler les grandes lignes. Donc la Yukon Arctic Ultra, cette course extrême de 600 km, tu en as fait 608, toi, d'ailleurs, je crois. Dans le Grand Nord canadien, conditions extrêmes, tu l'as dit, des températures jusqu'à -50, une luge à tirer de 30 kg avec tout ton équipement, ton ravitaillement, ton sac de couchage. Tu n'avais pas pris de tente. Ça aussi, ça fait partie des péripéties donc, de ton aventure. Johan, tu as suivi ça de loin, j'imagine, forcément, parce que toi, tu es dedans en plus, donc ça doit t'intéresser, ce type de défi. Comment tu as réagi déjà quand tu as vu tout ça, quand tu as vu la victoire de Mathieu, quand tu as vu les images qui sont sorties ensuite de l'exploit réalisé? Tu sens que c'est une aventure, mais il a bien expliqué pourquoi il a fait ça à la base. C'est vrai que ce côté déconnexion et où tu vas faire une course qui n'en est pas réellement une, tu vois, c'est une aventure, c'est une course, mais c'est une course contre toi-même parce que pendant 7 jours, il l'a bien expliqué, t'es tout seul et puis c'est une aventure tellement physique, tellement mentale, qui demande vraiment ça me paraît tellement dingue que c'est ouf. Et c'est vrai que effectivement, je pense que pendant ces 7 jours de galère, tu vas chercher des choses
au fond de toi que le reste de l'année, tu vois, tu ne peux pas avoir, que ça soit dans l'entraînement ou même quand tu participes à une compétition classique, cette forme de combat, de souffrance, ces hauts et ces bas qu'on parle, tu vois, quand on parle marathon, souvent je dis on a des moments de down, des moments de up, mais là t'imagines pendant 7 jours le mental qu'il faut quand tu es au fond, quand il fait moins 50, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, donc ouais, c'est une aventure de dingue, donc ouais, j'ai suivi comme tout le monde, mais ouais, c'est bluffant ces trucs-là, tu vois. Moi, je suis toujours parce que moi, c'est quelque chose qui m'attire pas parce que c'est pas ce que j'aime faire. Mais quand on parle de la Barclay, quand on parle de ces courses-là, moi ça me sidère. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça me plaît d'écouter les histoires des gars parce que moi, je suis incapable de le faire. Ouais. Exactement. De toute façon, on a du mal à s'identifier, on se rend pas compte de la difficulté. D'ailleurs, ce que tu racontais bien avec de la torture, le sommeil et tout. Guillaume qui termine deuxième, qui est un autre Français qui est installé là-bas, et l'émotion que vous aviez à vous croiser parce que seul vous comprenez un peu ce que vous étiez en train de vivre, les difficultés rencontrées, le froid, le sommeil, la fatigue, l'alimentation. Tu l'as gagné avant tout au mental plutôt qu'au physique. C'est pas ton physique d'ultra-trailer de haut niveau qui te fait gagner, tu penses? Ouais, complètement. Je vais pas te lancer un pourcentage parce que ça Ouais, serait un ça veut hasard, rien dire. mais ce qui est sûr, c'est que la partie mentale est Ce sont pas largement tes qualités au-dessus du physiques qui ont fait la physique. Non, différence. parce que première nuit, on descend à moins 41 degrés Celsius. En fait, Prends ça, Yoann. tu peux pas, si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas te rendre compte ce que c'est comme température. Tu sais, t'as vécu moins 10, moins 20 au ski sur une mauvaise journée, mais c'est chaud. T'as connu un peu au Canada, toi, les sorties J'ai d'hiver connu, comme ça, un peu mais froid. rendu là, c'est quelque chose Voilà, où tu as vraiment peur, en fait. Ouais. Quand tu sens ce froid autour de toi, en fait, t'es dedans comme si t'étais dans une bulle de froid, Ouais. et tu sens que c'est super hostile et pas agréable. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le naturel te dit, physiquement, ça passe pas, quoi. Bah Faut que j'abandonne. Et là, il faut que dans ta tête, ça soit le moment où tu sois capable d'avoir ce discours interne pour trouver les mots de discussion avec toi-même au final. Donc c'est un peu fou, mais tu te parles à toi-même en mode, qu'est-ce qui fait que mentalement, je vais faire un pas de plus plutôt que d'appuyer sur le bouton SOS pour qu'on vienne me chercher. T'as souffert de la solitude? Non, au contraire, c'est quelque chose que je suis allé chercher. Il l'a dit tout à l'heure, Yodu, c'est une chance aussi d'être un petit peu isolé au calme parce que moi, je pense que dans quelques années, ça sera un luxe de pouvoir vraiment ne plus avoir de sollicitations. Parce que vraiment, si tu prends un peu de recul là, que tu regardes ta journée du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, je pense qu'il n'y a pas 5 minutes, allez, 10 minutes sans que tu aies une sollicitation. Une sollicitation de par quelqu'un qui te parle, qui t'appelle, un écran, un appel, Une notification. un panneau, une notification. Ouais. Et là, rester 7 jours, 10 jours avec absolument aucune sollicitation, c'est un luxe énorme parce que tu peux aller dans des introspections super profondes. Ouais. Tu commences à discuter avec toi-même sur un sujet. Le temps est long? Non, le temps, il y a plus de notion de temps en fait. Ouais. Parfois, il peut être très long quand tu regardes jamais l'heure, par exemple. Non, tu rates pas l'heure. En fait, tu vis avec la nature. Tu vis avec l'heure, c'est le soleil en fait. Et justement, le soleil a un énorme impact là-bas parce que il se lève tard, il se lève à 11h, il se couche à 17h. Et je peux te dire que la journée, tu es comme un panneau solaire. Tu prends. T'emmagasines. T'emmagasines, non, mais c'est vrai parce qu'après, tu sais que la nuit va durer 16 heures et les nuits sont glaciales. Donc, tu vis avec ça. Et oui, vraiment, je le redis, c'est un luxe, le calme. Et la non-sollicitation pour pouvoir penser à ses problèmes, à ses projets, et aussi tout cet aspect mental d'être dans ce discours interne de qu'est-ce qui fait que je vais faire un pas de plus dans cet environnement qui est si difficile. Et ça, c'est passionnant. C'est pour ça que je voulais faire le débrief avec toi et traiter ça à travers différents aspects. L'aspect philosophique, parce que tu nous l'as dit, tu étais coupé du monde, cet instinct primaire qui est revenu. L'aspect psychologique, donc tout ce travail de mental, la connaissance de toi. Je pense que tu te connais encore mieux que quand tu es parti là-bas et que tu as pris le départ. Et puis aussi l'aspect physique, parce que c'est ce qui nous intéresse, comment on se remet physiquement d'un défi comme celui-là. Tu prends du poids, t'en perds beaucoup, donc après, combien de temps tu mets à récupérer? L'aspect philosophique, déjà, tu parlais d'instinct primaire. C'est vraiment ça que tu as ressenti? C'est une sorte de renouveau, un truc très particulier? Oui, c'est passionnant. C'est que, alors ça, je le savais, je l'avais un petit peu lu dans des livres liés à l'anthropologie, à l'histoire humaine. En fait, pour vulgariser, on a un petit endroit dans notre cerveau, là, hypothalamus, où on a C'est pas le restaurant Yodu, hein. Non, pardon. rien à voir. où on a un petit instinct primaire, quoi, survivaliste. Un instinct, en fait, c'est un code qui est là, qui fait que si demain je te prends là et je te jette au milieu de la forêt, tu vas pas mourir au bout d'1 heure. Tu vas te mettre à faire des choses que tu vas
te dire mais pourquoi je sais ça en fait? C'est en toi, Tu vas c'est penser encodé. différemment. Tu vas penser différemment et tu Ouais. vas te mettre à être capable de peut-être chasser, trouver de l'eau, développer ton odorat pour trouver des aliments. Et ce qui fait que ça, tu le ressens quand vraiment tu es en mode survie. Ouais. Et au plus tu es en danger, au plus tes sens vont se développer et au plus tu vas capter plein d'éléments et tu vas même avoir tout d'un coup des solutions par rapport à un problème que tu n'aurais jamais imaginé si tu... Ah, mais à t'étais pas- ressentir, ça doit être fou. Ben oui, c'est fou parce que tu dis, mais comment je sais ça? Qui Ouais, m'a c'est appris ça, ça? ouais, Tu sais, c'est c'est ça. comme dans le film Jason Bourne là. Ouais, Il se réveille et d'un coup c'est un super-héros. Ouais, ouais. Tu vois, il avait, quand il était plus jeune, il s'était fait former pour être un GIGN là ou Mhm. pas quoi. Et ben ça, tu l'as en mode survie. Mais C'est passionnant. ça t'amène des satisfactions personnelles que tu partages pas du coup, parce que tu es tout seul, mais tu dois te dire, c'est incroyable. Ben, c'est incroyable, puis quoi. ça te met en confiance et ça te montre aussi que à l'origine, on est tout à fait adapté à vivre en nature, dans des milieux qui nous paraissent hostiles aujourd'hui parce que on va se faire manger par les animaux, on va avoir trop chaud, on va mourir de chaud, on va avoir trop froid, on va mourir de froid. Ouais. Mais en fait, non, il y a tout, en fait, il y a tout pour survivre et ça, c'est passionnant de ressentir ça, cet instinct primaire, c'est ce que je te dis. Alors après, il faut pas aller trop dans le... Je me suis pas non plus transformé en animal, mais Non, j'ai bien sûr. ressenti... Quoique, il y a certains trucs, genre quand tu te laves pas pendant une semaine, tu vas avoir l'odeur de l'animal. Ouais, ouais, ça, voilà. ouais. Même s'il fait moins 50. Non, Ouais. alors en fait, non, c'est vrai que, tu vois, c'est comme quand tu manges un gros curry indien, là, que tu le finis pas, que tu le mets au congèle, il sent rien. Ouais. Quand il est dans le congèle... Et dès que tu le ressors, Par contre, quand tu le ressors, ouais, c'est ça. voilà, donc... quand t'es arrivé dans la chambre d'hôtel, bon, là, il Ouais, fallait y faut- aller, quoi, la faut- douche. faut tracer à la douche direct Ouais, parce que quand tu te fais décongeler en fait, il y a les odeurs d'animaux qui remontent là, ouais. Mais tu gardes tous ces souvenirs en mémoire ou t'as peur de les perdre? Je sais pas, est-ce qu'un mois et demi après, tu te souviens encore des bruits de la nature, des bruits de pas de loup, de ce genre de trucs? Tu l'as encore en tête ou Alors, est-ce que t'as peur que ça s'efface de ta mémoire? ça, je suis content de venir te parler aujourd'hui parce que je peux te donner la réponse différente que si tu me l'avais posée le jour de l'arrivée. Le jour de l'arrivée, je suis un petit peu traumatisé Ouais. par l'effort, le manque de sommeil, le froid. Et je suis en blackout total en fait. Ouais. J'ai du mal à me rappeler de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça s'est passé en 1 heure, tout le truc. Comme si T'as le pas la cerveau... notion de temps, quoi, du tout, déjà. Non, comme si le cerveau s'était protégé de toute la souffrance que je lui avais amenée en disant bah, j'efface tout ça de ta mémoire. Ouais. Et en fait, volontairement, après l'aventure, c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure que la sollicitation médiatique m'avait un peu angoissé. C'est que j'avais volontairement pris 2 semaines au Canada parce que je savais par expérience qu'après une aventure, il ne faut pas rentrer tout de suite. Faut digérer, quoi. Et dans ce temps, je me suis vraiment laissé du temps. J'étais tranquille, j'étais au calme, je marchais doucement et je repensais en fait à toute mon aventure. Je laissais infuser un petit peu. Il y a plein d'éléments qui sont remontés, de petits souvenirs, de souvenirs sensoriels, d'odeurs, de moments que j'ai vécus, de petits bruits d'animaux que j'ai vus, que j'ai pu me rappeler parce que je leur ai laissé le temps de remonter. Je pense que si j'étais rentré tout de suite en Ouais. France, bam 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 et tout, ben, tout Mm. ça serait jamais remonté. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est tout à fait transposable aussi aux courses, Ouais, c'est ce à que j'avais pied, demandé à de Johan. marathon, tout ça. Je pense qu'il faut Prendre se le temps laisser- de digérer Oui, les choses. Ouais. faut pas tout de suite les 2 Mm. jours qui suivent. Moi aujourd'hui, quand je participe à une course, la semaine qui est après, elle est bloquée aussi dans le calendrier. Elle fait partie du projet. C'est Ouais. pas que la course le jour J. Ouais. Il y a aussi quelques jours après. C'est digestion, quoi. C'est pas que récupération physique, c'est aussi laisser remonter dans le cerveau les Ouais. sensations et les émotions parce que sinon tu les effaces si tu Mm. te remets direct la tête dans le guidon. C'est un conseil essentiel, ça, Johan, hein, de prendre le temps de digérer les choses. Que ce soit un échec ou une réussite, d'ailleurs. Ouais, non, complètement. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée de se dire que la semaine suivante ou les 3-4 jours après un marathon ou après une compétition font aussi partie de la période, que ça soit d'entraînement ou la période du marathon. Et effectivement, il le dit bien, c'est vrai que il faut prendre le temps de se poser, de se ressourcer, d'emmagasiner le truc qu'on vient de vivre, hein, que ça soit positif ou négatif. Ça, après, ça dépend de la compète, mais voilà, d'avoir cet aspect mental et même de souffler, tu vois, et pas de se remettre direct le lundi à 7h au boulot à 200 à l'heure. Effectivement, c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner de prendre quelques jours off. Derrière un gros événement comme ça pour se ressourcer mentalement et faire remonter, comme il le dit, toutes ces sensations. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et ce, quel que soit le niveau, je le précise. Ah, hein, mais complètement, voilà, ouais. c'est- Quel que soit le niveau. Ah ouais. Et après, quand tu es aussi dans une optique un petit peu de progression et de performance, tu as énormément à apprendre. À analyser, ouais. Et même dans la réussite. Ouais. Et c'est comme ça que tu progresses parce que je vois beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui passent tout de suite à autre chose
et qui oublie de faire un genre de retour d'expérience. Ouais. Et mais il il y faut a le faire, ouais. énormément à apprendre Et d'une faut toute pas le petite faire à course qu'à une chaud, longue. faut le faire à T'as froid, débriefé ouais. avec quelqu'un, un coach mental, un... Alors j'ai un coach mental avec qui je travaille depuis quelques semaines déjà. On n'a pas encore fait le débrief Ok. parce que il le sait. J'ai encore besoin de temps pour arriver avec tous les éléments. J'ai pas tous les éléments de réponse. Je sais qu'il va me challenger Ok. et j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Mais oui, il faut pour aussi avoir une prise de recul d'une tierce personne parce que tout seul, des fois, on a du mal à questionner évaluer, certains éléments, à évaluer. Mmh. Et c'est ce qui permet que quand on y retourne, on refasse pas les erreurs Ouais. et on améliore ce qu'on a bien fait aussi. Donc c'est vraiment important dans une optique de performance de prendre ce temps-là aussi. Parce qu'on a parlé de l'aspect philosophique, l'aspect psychologique, donc ce développement de mental. Toi, tu es habitué aux efforts extrêmes. On t'a entendu plusieurs fois. Quand tu faisais des podcasts dans mon bain, dans les UTMB, on savait par quel moment difficile tu passais, mais tu arrivais à surmonter à chaque fois avec cette édition qui avait été incroyable avec Kylian, avec l'édition qui avait été plus compliquée après, avec cette victoire sur la Diagonale des Fous. Des moments délicats, tu en as vécu. Tu as vécu des moments de flow aussi, comme on dit, où tout se passe bien, tu es en osmose avec ton environnement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu es allé chercher en plus mentalement sur une épreuve comme celle-là d'une semaine et d'autosuffisance sur 600 bornes? Alors il faut savoir que mon format de prédilection sur lequel je me spécialise, c'est le 160 km, c'est le 100 miles. Donc c'est les ultras de format les plus longs. Ouais. Et aujourd'hui, mon niveau de performance me permet de ne passer qu'une nuit dehors. Voilà. Ce qui fait... En une journée, c'est bouclé. Ouais, en 24 heures. en 24 heures, c'est fait, quoi. Ouais. Ce qui fait que moi, j'ai jamais vraiment expérimenté plusieurs nuits, la fatigue extrême, qui fait aussi partie de ce sport, parce qu'une Diagonale des Fous, par exemple, tu as 66 heures, tu peux faire 3 nuits dehors. Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que je suis allé chercher aussi. C'est de l'effort un petit peu plus long, où il va y avoir des nouveaux paramètres qui vont rentrer en jeu, comme, exemple, le sommeil. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je l'ai expérimenté comme jamais sur cette course. Et je sais aujourd'hui que C'est horrible ce que tu as fait. Excuse-moi, je me permets de te couper, mais tu as dormi en moyenne entre 2 et 4 heures par nuit encore, parce que tu n'avais pas de temps, on l'a dit, c'est un choix que tu as fait, tu n'avais qu'un sac de couchage, tu avais toujours cette crainte de ne pas te réveiller, donc c'est... Tu veux tout savoir? Ce que tu as vécu, c'est atroce. Tu veux tout savoir? J'ai dormi 0 heure sur les 8 jours. Ouais. J'ai l'impression d'avoir dormi 0 heure. C'était de la petite sieste, même pas? J'essayais de me poser entre 2 et 4 heures par tranche de 24 heures dans mon sac de couchage. Te poser, donc pas dormir. Voilà, et il y a une différence entre se poser et dormir. Alors après, tu es tellement fatigué, un peu satellisé, que tu sais pas trop si tu t'endors ou pas. Mais j'ai plus le souvenir de trembler dans mon sac de couchage et d'être très inconfortable que de vraiment dormir. Tu vois, d'être là à attendre, parce que je mettais une petite alarme qui vibrait sur ma montre 2, 3 ou 4 heures après m'être posé. Et j'ai plus l'impression d'attendre que ça sonne que de vraiment dormir. Donc oui, j'ai expérimenté le sommeil jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je sais que quand je vais ressentir le sommeil sur une course d'ultra, c'est ce que j'allais te dire. Mais j'ai remis les limites ailleurs, tu vois. Voilà. Donc ça aussi, c'est super intéressant pour transposer ce type d'aventure à mon sport, quoi, dont je suis professionnel. L'aspect sommeil et l'aspect lucidité, parce que ça t'arrive aussi, c'est que parfois, même en course, vu que le pace est élevé, malgré les distances et tout, tu perds forcément un peu de lucidité. Là aussi, tu as repoussé les limites. Tu penses que ça te servira forcément pour la suite? Tout servira. Et puis, même sur l'aspect mental, tout simplement, quand tu ressens des niveaux de fatigue, des niveaux de douleur, des niveaux de détresse mentale aussi forts, mais forcément après sur un événement de trail de moindre échelle en termes de distance et de durée, ça va être dur, mais en termes de perception, vu que ton cerveau a repoussé les limites, voilà, a capté des niveaux de douleur beaucoup plus élevés, la douleur qui paraissait difficile il y a quelques temps en arrière va paraître plus facile à ce moment-là, et donc du moins acceptable. Plus acceptable, et du coup tu vas en faire, je dirais, un peu plus abstraction. Elle va mieux passer, donc tu vas être capable de garder un pace plus élevé dans ces moments-là sur les courses officielles. Ouais, non mais c'est sûr. Donc il n'y a pas que l'aventure. Non, mais bien sûr. Il y a aussi pour moi un côté vraiment réfléchi lié à ma carrière sportive. Alors ça peut choquer parce que aujourd'hui le trail ça reste un truc assez nouveau. C'est un peu moins codé et cadré que sur la route en termes de programmation d'entraînement. Tu vois. C'est vrai. Et c'est vrai que Johan n'irait pas sur un 50 ou sur un 100K quoi pour le moment. Oui, il irait pas se dire je vais aller faire un marathon des sables pour m'entraîner à un marathon. Voilà, ça pourrait passer, mais j'ai l'impression qu'en tout cas dans les codes de la route, ça pourrait être plus délétère que positif. Moi aujourd'hui, au contraire, quand je pars l'hiver comme ça, il y a vraiment une réflexion derrière. Il y a certaines marques qui le comprennent pas et qui vont me dire mais pourquoi tu fais ça? Tu vas te blesser, tu vas être fatigué, tu vas rater ta saison. Non.
C'est ça que je veux prouver, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir vraiment un parcours complètement qui peut paraître anarchique Ouais, dans prendre notre l'organisation, chemin, ouais. mais où il y a vraiment un intérêt de performance. En tout Je cas, trouve quand même que dans ta discipline, les plus grands ont toujours ce besoin de déconnexion, de faire autre chose. Quand on a reçu Kylian Jornet, il nous avait expliqué que lui aussi, il avait besoin de décrocher, de ne pas faire seulement ses 100 miles et enchaîner les courses. Pareil pour François Den, qui fait jamais la même programmation d'une année à l'autre, que tu connais bien les deux forcément. Chez les grands, c'est quand même une marque de se dire... il faut se régénérer mentalement aussi, quoi. Aller faire autre chose, aller chercher de l'aventure, de gravir des montagnes pour souffler et repartir, avoir envie de repartir aussi. ouais, la c'est peut-être ça, hein. régénération mentale, c'est un sujet pour lequel on fait ça aussi, Eh ouais. parce que l'ultra trail, je vais te le dire, c'est le sport le plus dur du monde. Ouais, En c'est ça. vrai, c'est vraiment, Ouais, t'es pendant 24 heures à courir, ouais. à monter, Sur descendre, du et c'est dénivelé, c'est toujours le même geste, ça tape, ce qui fait que ça, quand tu passes ta journée sur une course à te dire j'ai mal, faut arrêter, mais non, il faut que je continue, ça te draine mentalement, que si tu fais ça toute l'année, tu vas pas avoir une longue carrière. Ce qu'il faut vraiment couper à un moment donné pour laisser le temps au cerveau d'oublier un petit peu cet engagement qu'il peut avoir sur les entraînements, les longues sorties et les courses, pour en fait revenir et avoir cette fraîcheur et cette possibilité mentale de se réengager. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on se déconnecte. Sur l'aspect physique, on va y aller dans un instant, mais tu as fait le plein de confiance en toi, tu as remporté cette course, c'est un défi fantastique et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, tu as cette petite crainte de te dire, je vais peut-être avoir du mal, là, sur les semaines ou les mois qui viennent, à retrouver mon excellent niveau d'ultra-trailer, mes paces d'entraînement, mon rythme, tout, ma cadence de foulée, tout ce genre de choses? Oui, c'est un risque parce que ça reste quand même hors C'est norme. une crainte que tu as ou non? Oui, Ou t'assumes le truc jusqu'au bout? c'est une crainte, tu sais pourquoi? Parce que j'ai plus 20 ans et je sais qu'aujourd'hui, les années, voilà, il y en a moins devant moi que derrière moi. Ouais. Et c'est sûr que tu sais jamais où ça va te mener. Après, voilà, c'est si tu respectes bien justement ce temps après pour te reposer, pour récupérer, normalement ça fonctionne. Et puis, tu peux aussi faire les choses bien et faire les choses mal. Ouais. Ça veut dire que physiquement ça allait 10 jours après. Par contre, je suis encore en train de faire des bilans sanguins chaque 10 jours. Tant que mes marqueurs hormonaux, inflammatoires, foie, reins sont pas revenus dans la norme, je me mets pas tarif à l'entraînement. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence aussi, c'est d'être capable de travailler comme un pro et de dire je remets la table quand Et ça, mon c'est peut-être corps le sera plus prêt. dur d'ailleurs. Et ça peut prendre du temps parce que là, aujourd'hui, bon là ça va mieux, mais il y a 2 semaines en arrière, physiquement et mentalement, j'avais envie d'aller m'entraîner, mais mes marqueurs, ils n'étaient pas top. Ouais. Si j'avais été me faire des seuils là en côte de 10 minutes, c'est sûr que le corps aurait pas kiffé et la carrière, elle est plus courte. La clé, elle est là, Johan. C'est tout ce qui est planification, gestion de charge, etc. Digérer un tel exploit et prendre le temps de le digérer, en fait. Bah là, ouais, il l'a bien expliqué. C'est vrai que le côté physio, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils. On a quand même on a les montres connectées, on a le cardio, on a le HRV, on a les bilans sanguins qui peuvent nous permettre de savoir si oui ou non on est apte à reprendre une activité physique de haut niveau. Parce qu'on parle pas de juste faire un footing comme ça 3 fois par semaine. On parle de s'entraîner pour préparer un vrai trail et une vraie compétition. Et c'est vrai que là, peut-être que voilà, il est un mois après son aventure et le mental, peut-être qu'il a envie d'y aller, peut-être que les gens commencent à répondre et ça commence à fourmiller. Mais effectivement, et là où c'est intelligent, c'est de se dire, tant que les paramètres hormonaux sont pas bons, j'y vais pas. Parce que effectivement, là, tu devances un truc. Si à l'intérieur de ton corps, tout est pas carré, non, c'est dans un mois, allez, un mois et demi, 2 mois, c'est la blessure assurée, c'est une carence en je ne sais quoi, c'est une grosse fatigue. Et effectivement, et après du coup c'est la saison qui arrive en mai, juin, juillet qui après va en pâtir. Donc effectivement, il faut repartir une fois que ton corps te dit vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Et ça, c'est pareil pour tous les coureurs, de bien regarder sa fréquence cardiaque, avoir l'habitude de regarder sa FC au repos, quand je cours, la regarder, voir si je suis toujours plus ou moins haut, et après de faire des prises de sang. C'est vrai que la prise de sang, vous allez voir le médecin, vous lui demandez de regarder quelques taux un peu classiques et vous verrez si oui ou non vous êtes apte à reprendre une activité. En fait, c'est très sournois
parce que comme dit Yodu, physiquement et Mentalement, mentalement, tu as t'as envie d'y envie. aller. Ouais. Mais là où c'est très sournois, c'est que ton système hormonal, tu sais pas où il en est, ta glande thyroïdienne, il n'y a que le bilan sanguin. Et c'est là où c'est très Quelles sournois. données tu regardes dans le bilan sanguin? Alors, je regarde les marqueurs inflammatoires, marqueurs de foie, marqueurs de cortisol. rein, cortisol au réveil, testostérone, ferritine, le fer. Je sais plus, mais déjà avec tous ces Et marqueurs. t'arrives, toi, tout seul à analyser Après, le bilan c'est facile, ou le bilan, tu lis, tu vois les chiffres, ils sont à côté du seuil. Bon, attention, parce que parfois, les seuils dans des pays malades et sédentaires comme notre pays. Non, mais c'est vrai, on a rigolé avec le médecin parce que des fois, je lui disais, mais ça prend vraiment du temps à revenir dans la norme. Il me dit, non, mais en fait, toi, ça ne reviendra pas dans la norme parce que, t'es hors norme. parce que la norme est faite sur la médiane d'une population sédentaire. Et donc, les normes, elles sont faites, elles sont faussées. Et d'ailleurs, il y a des pays, pour ton information, nordiques, la Norvège, la Suède, là-haut, où ils ont des normes plus élevées, meilleures que nous, ouais. Bah oui, c'est sûr. Qu'en Sauf France. en vitamine D, parce que le soleil, il doit pas le voir souvent. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Ouais, Certains ça- seuils qui sont différents, mais c'est marrant d'analyser tout ça et de comprendre. Effectivement, le médecin rajoute une couche d'analyse dessus pour vraiment t'aiguiller sur tes marqueurs. T'as l'appel du sport malgré tout? T'as envie de faire du ski, t'as envie de faire du vélo, t'as envie de faire de la muscu? Ou non, tu te laisses vraiment le temps, tu coupes complètement et tu reprends progressivement? L'appel de l'activité physique. Tu vois, le sport, je l'associe un petit peu sport égale entraînement, égale on prépare quelque chose. L'activité physique, c'est juste sortir dehors, prendre l'air et bouger son corps, ça fait du bien. Bien sûr, tu l'as parce que c'est naturel, c'est vital. Normalement, c'est censé être vital pour tout le monde. Et pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, t'avais pas envie de, toi qui es souvent dans les Hautes-Alpes, aller 2 faire semaines du ski, après son tout truc. ça. Putain, mais j'espère qu'il dormait. Je t'avoue que dans je pense 2 semaines, j'ai vraiment 2 semaines complètes rien fait à part un petit peu marcher pour aller acheter à manger ou me faire un petit resto. Mais non, 0-0. Non, là, t'as pas l'envie du tout, quoi. Puis t'as un petit peu mal au corps. C'est sûr, oui, j'imagine. La planification est importante, je l'ai dit. Là, t'es en train de te reconnecter. Il y a des échéances malgré tout. Il y en a une dont on est certain, c'est la participation à la Hard Rock 100, qui va arriver vite. C'est mi-juillet, c'est ça, Mi-juillet, exactement, Mathieu, oui. avec un plateau de folie, ça va être magnifique. C'est une course que tu as hâte de disputer. Ce sera la première fois pour toi. C'est ce 100 miles dont on a déjà parlé dans RMC Running, qui a plus de 2500 ou 3000 d'altitude. Vous montez très haut, vous êtes tout le temps très haut en altitude. Il va falloir s'adapter. Tu commences à planifier, tu as commencé la prépa doucement, t'en es où exactement là? Oui, exactement, c'est la brique centrale que tu poses dans une saison et ensuite tu construis autour. Attention, je ne construis pas que avant, je construis après aussi, tu l'as compris, il y a un moment de repos et puis éventuellement d'autres briques qui viendront après. Mais oui, c'est une course particulière par rapport à la donnée altitude. C'est un paramètre que je connais pas tant que ça parce que oui, il y a un peu d'altitude dans les Alpes, mais tu vois, on passe d'école à 2000, 2500 mètres. Et tu redescends vite. Voilà, et tu redescends vite. Là, on est sur une moyenne de 3400 mètres. Je crois que la plus basse altitude, elle est à 2000, 2500, avec des passages à plus de 4000. Ça veut dire que c'est comme si ça allait te faire un petit Mont Blanc. Ouais, c'est ça, c'est fou. Donc l'altitude va avoir un impact énorme sur le cardio, sur la respiration, la physiologie, voilà. Mais aussi sur, par exemple, la capacité à digérer. Tu vois, l'ischémie, là, le taux d'oxygénation du système gastrique, il est aussi limité. Et donc, si tu veux réussir une telle course, c'est maintenant qu'il faut commencer à bosser l'altitude parce que beaucoup font l'erreur de faire le protocole altitude un peu au dernier moment. Et il faut savoir que l'altitude, si tu le fais trop vite, trop tôt, ça te fatigue. Donc, oui, tu vas arriver au départ de course acclimaté. Tu vas pas trop avoir mal à la tête quand tu vas passer à 4000. Par contre, tu vas être épuisé et tu vas rater ta course. Ouais. Tu connais bien ces problématiques, toi, Johan. Tu passes beaucoup de temps en altitude. Tu fais même des séances en hypoxie pour stimuler tout ça avec de plus en plus d'allure. On avait eu la chance de te suivre à fond Romeu. C'est vrai que la gestion de ces paramètres de course, ça va être essentiel pour Mathieu. Ah pour Mathieu et puis pour tous les coureurs, c'est vrai que quand tu as une altitude moyenne de 3300 mètres pendant 160 kills, avec 4002 pour le plus haut et 2003 pour le plus bas, c'est de la haute altitude, on ne parle pas de basse altitude où tu redescends dans la vallée à 500 mètres. Donc effectivement, là c'est vraiment de l'altitude et du coup effectivement il faut s'acclimater, mais c'est sûr que tu t'acclimates pas les 3 dernières semaines avant la compétition. C'est pour le coup sur ces altitudes-là, des gens qui sont nés sur des hauts plateaux ont l'avantage de par rapport à des coureurs qui sont nés en région parisienne ou n'importe où nés à Cavaillon. Né où toi? À Cavaillon, pays du melon. Pas très haut aussi. Il y a 2 stars de Cavaillon, il y a Eric Dimeco et Mathieu Blanchard.
Et voilà, et les deux on mange le melon. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ouais, donc il faut quand t'as pas cet avantage-là d'être né dans des hauts plateaux, effectivement, il faut s'acclimater et ça faut le travailler longtemps en amont, ouais. Alors concrètement, comment tu vas le bosser, Mathieu? Alors concrètement, moi je fais du trail, je fais pas de la route, ce qui fait que j'habite en montagne et je Déjà. m'entraîne en montagne. Donc déjà, mon environnement d'entraînement est en altitude. T'es à quelle altitude? Alors là, je vis à 1600 mètres et j'ai la possibilité de m'entraîner jusqu'à 3500 mètres. Ok. Donc on est déjà sur Tu fais quoi? Tu montes comme ça à 3000, tu fais ta séance et tu peux redescendre. Exactement. Alors, je peux avoir un système de cabine qui me monte à 3000 mètres. Bon, en ce moment, il y a de la neige, Bah ouais, donc c'est ça va ça. être plutôt Ouais. en ski, mais je Là, passe, c'est quand même, je galère. passe quand même du temps entre 3000 et 3500 sur les skis, donc Ouais, ok. mon corps y travaille. Et après, l'été, les cabines sont encore ouvertes. Après, je vais aller là-haut. S'il y a encore de la neige, je vais mettre les raquettes. Ok. Ou je vais prendre un gravel bike et je vais tourner sur les chemins en haut, voilà, pour rester à cette altitude. Et après, je dors à 1600. Donc moi, les machines à hypoxie, je le ferai pas parce Ouais. qu'au final, je suis déjà dans un environnement. Et après, je t'avoue aussi que je suis dans une philosophie de plaisir à l'entraînement Ouais. où il faut que je kiffe tout le temps mes entraînements et faire des trucs. Tu vois, genre un home trainer, j'ai du mal, quoi. J'aime rouler, mais me tourner les jambes sur un vélo d'appartement. Rouler dehors, oui, mais en rouler, revanche, c'est ça. Je vais à faire le même l'intérieur, non. entraînement, mais c'est pour ça que Ouais. voilà, j'ai le milieu qui le permet. Et donc, là, j'ai déjà commencé à le faire. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller sur place 1 mois, 3 semaines avant D'accord. pour finaliser Ok. l'acclimatation, mais ne pas la commencer, hein. On a bien T'as un compris. profil très particulier, t'es ingénieur au Canada, donc t'es très méticuleux sur chaque aspect de l'entraînement, mais t'es quand même coaché, donc c'est bien parce que t'as un regard extérieur. Comment vous le planifiez les semaines d'entraînement? Tu as ton mot à dire? C'est toi qui décides? C'est une discussion? Comment ça se passe? Oui, alors le coaching, effectivement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait moi-même en autodidacte depuis des années. Donc, je sais très bien comment fonctionnent les charges d'entraînement, l'intensité Ouais. ou sur quel bouton on appuie. Là, je travaille avec un coach surtout pour la décharge mentale, tu vois, de plus avoir à le construire. Ouais. Et surtout, de plus avoir ce truc de quand tu reviens à la maison, de se dire, est-ce que c'était le bon entraînement? Est-ce que c'était ouais. pas le bon? Est-ce que j'ai assez poussé? Pas C'est assez plus poussé? ça, d'ailleurs, c'est plus le Mais c'est questionnement vrai, qui pose problème. c'est ça en bien fait, sûr. c'est de se parler à soi-même sur Ouais, ouais. l'entraînement. Après, il faut avoir confiance avec le coach avec qui tu travailles, mais de dire, ok, j'ai plus rien à penser, je ouvre mon application, je regarde la séance qu'il y a à faire, je la fais, c'est super. Et comment on fonctionne? Mais comme j'ai un emploi du temps qui est quand même assez bordélique, Chargé. tu vois, il s'adapte. Là, par exemple, je suis 3 jours à Paris. Là, il m'a mis des fractionnés à plat, ce que je fais jamais. Tu vois, tout à l'heure, j'ai un 4 x 2 km à 3,15 à faire. Donc, Ok. voilà, c'est ce que je vais Tu faire. veux qu'on trouve une piste? Non, mais je vais aller là dans le bois de Boulogne. Il y a l'air Voilà, d'avoir très bien. des trucs sympas. Autour du lac. Voilà, Les donc gens c'est- seront contents de te voir, Mathieu. Voilà. Et donc, on s'adapte comme ça. Et c'est très bien parce que ça me permet de ne pas avoir non plus cette frustration de me dire mince, je loupe 3 jours. Ouais. Non. Je prends mon déplacement comme une opportunité aussi de faire ce que je fais pas là-haut, bosser autre c'est-à-dire chose, ouais. de bosser autre chose. Pour une course comme celle-là, tu considères qu'il y a combien de temps de prépa spécifique? Alors ça dépend. Alors, déjà l'acclimatation, ça dépend de tes ce qu'on appelle les chémorécepteurs. C'est-à-dire on n'est pas tous répondeurs de la même manière par rapport à l'altitude. Ça c'est un test facile qu'on peut faire en hôpital. Je l'ai fait. Ok. Moi par exemple, je suis très mauvais répondeur. Je suis très 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 mauvais en altitude. Ça veut Ok. dire que je vais pouvoir atteindre le même niveau que quelqu'un, mais ça va me prendre plus de temps. Ok. Donc je sais avec cette Tu mets analyse. plus de temps d'adaptation. Je mets plus de temps d'adaptation. Si un jour Ok. je vais faire un haut sommet dans le Népal, il va falloir que je planifie beaucoup plus de temps Ok. qu'une autre personne. Donc ça, Ouais. c'est un truc qui est intéressant à faire. Ouais. En fait, on te met sur un vélo et puis tu pédales avec un masque et puis on te met à une certaine altitude et on voit comment répondre. C'est comme un test d'effort à peu près. Exactement, mais Ok. sauf qu'on regarde ton taux d'oxygénation Ok. du corps. Très intéressant. Et ça te permet après de savoir, finalement, est-ce que ton acclimatation, elle va devoir durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et quelle courbe tu vas mettre aussi de charge pour pouvoir t'adapter. Et ensuite, pour tout ce qui est distance dénivelée, ça c'est de l'expérience et c'est un calcul. Tu sais que pour une telle distance et un tel dénivelé, tu dois faire à l'entraînement un tel volume à peu près sur les jambes en temps et en dénivelé pour être prêt à une telle course. Donc ça c'est un peu plus mathématique. C'est le système classique où tu vas monter en charge, tu auras un pic et puis ensuite tu vas redescendre progressivement jusqu'à la course. Exactement pareil que la préparation d'un marathon. Ok. Voilà, une montée en charge et une décharge. Pour les ultras un petit peu plus longues, on peut avoir des périodes d'affûtage qui vont 2-3 semaines, tu vois, qui peuvent... voilà. Et ça, je l'ai d'ailleurs appris l'année dernière sur la Diagonale des Fous. J'ai fait un affûtage d'1 mois et demi. J'ai quasiment pas couru entre l'UTMB et la Diagonale des Fous. Et ça t'a apporté chance. Et je me suis rendu compte gagné. que en termes d'envie mentale et de charge, bien sûr. j'étais au top, quoi. Donc ça prouve bien que je crois même qu'on fait l'erreur
aujourd'hui D'en faire d'avoir trop. des affûtages qui sont encore trop courts court, pour ouais. ces distances-là. Ouais. Alors que c'est une À force partie de frustrée. l'entraînement, Johan, qu'on déteste, hein, l'affûtage. Mais c'est Bah, tellement toi, essentiel. tu détestes, mais il y en a qui aiment bien. Hein. Oh, t'aimes bien ça, toi? T'as hâte d'y être, c'est pour ça que tu me dis ça. Ah bah ouais, moi faire moins de bornes, ça me, Ouais, ça c'est me sûr. dérange pas. Non, mais c'est vrai qu'il faut créer cette frustration, il faut créer cette envie, il faut arriver le jour sur la ligne de départ avec le couteau entre les dents, tu vois. Et ça, tu le crées par justement le fait de faire cette période d'affûtage qui fait que t'as l'impression d'avoir un manque. Et ça, c'est ultra important. Si t'arrives que t'es cuit, effectivement, la compète, c'est vrai sur marathon, mais c'est encore plus vrai sur le trail longue distance. Bah là, Ouais. au premier ravito, t'es Cuitos, pas les bien, quoi. bananas. La Ouais. notion de fraîcheur chez vous, elle est essentielle. Hyper Ça, c'est sûr. important parce que Ouais. l'engagement mental arrive très très vite. Ouais, ouais. Ou au tiers de course, tu es dans le dur et c'est là à quel point ton cerveau va être capable de dire maintain a pace, Ouais. qui va faire la différence. Ce que j'ai adoré avec toi sur les prépas précédentes, quand tu préparais la Western, tu avais fait tout ce cycle de cours, marathon de Paris et tout, pour aller chercher du pace à 3,20, comme tu disais, courir ce marathon. Tu t'es adapté au profil de la course qui t'attendait pour arriver dans les meilleures conditions. Donc tout est poussé jusqu'à ce point-là, donc c'est génial de suivre ça et d'en parler. Quelles sont les données de la hard rock et comment tu vas la préparer spécifiquement? Est-ce que c'est aussi roulant que la Western? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu vas avoir le même cycle à faire beaucoup comme ça de pace, de tempo, de course rapide sur plat? Comment tu vas faire? Alors, en termes de profil de terrain, on va dire que ça pourrait ressembler à un ultra trail du Mont Blanc. Ok. Voilà, on est sur du 160 km, 10 000 mètres de dénivelé, donc vraiment équivalent en distance dénivelée. Terrain varié aussi, il va y avoir du chemin qu'on appelle roulant dans le jargon. Roulant, ça veut dire qu'il n'y a pas de cailloux et de racines, donc tu peux dérouler, t'as foulé. Il va y avoir des parties un peu plus techniques avec des rochers comme sur l'UTMB, donc ça ressemble beaucoup en fait. Vraiment, la particularité, c'est cette altitude et aussi l'isolement. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi beaucoup fonctionner à l'engouement du public sur des courses, c'est vrai, hein, même sur la route. On est là dans le dur et puis là d'un coup quand tu te fais encourager tu retrouves des ressources pour remettre un petit coup. Bon ben là faut savoir que tu es tout seul tout le long, il n'y a pas beaucoup d'accès. Et c'est ce qui la rend mythique celle-là d'ailleurs. C'est ce qui la rend mythique aussi, il y a un côté un peu mystique. Voilà, c'est une zone avant qui était minière pour les chercheurs d'or. Tu vois, donc il y a tout ce côté un peu western. Il y a ces cailloux à l'arrivée là, c'est dingue. Et voilà, il y a aussi de la tradition de d'embrasser un caillou. Il y a tout un côté un peu western américain et comme les accès sont difficiles et qu'il y a beaucoup de réglementations liées aux images de drones, tout ça, il n'y a pas tant d'images que ça. Et donc on s'en fait un imaginaire. Et ça c'est intéressant aussi de le préparer, d'être prêt justement à pas être prêt, quoi, à s'adapter à quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et il faut travailler l'ouverture d'esprit pour ces courses-là aussi. Voilà, donc tout ça c'est un travail que tu vas mettre en place. La hard rock, on espère qu'elle se passera bien. Connaissant ton mental, tu y vas pour gagner? Alors j'y vais pour être à mon meilleur potentiel et j'espère que mon meilleur potentiel me permettra de gagner la course. Maintenant, je dis ça parce que c'est vraiment important. Tu regardes qui y va, tu regardes la liste de la start list, tout ça? Bien sûr, je regarde, mais en ultra, en fait, c'est pas tu te mets pas dans les pieds de quelqu'un à te protéger du vent, ça n'existe pas en fait. S'il y en a un qui est un peu plus en forme, tu laisses partir, ça revient. Mais oui, tu regardes à peu près, mais après, tu sais, sur ces courses-là, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Un petit peu de chance aussi, qui fait que oui, tu connais les niveaux. Des fois c'est toi qui es devant, des fois c'est eux, ça dépend du jour. Mais c'est sûr qu'après, c'est bien de regarder aussi parce que tu connais en général les forces et les faiblesses des uns et des autres. On a toujours un truc où on va être un peu meilleur dans le technique, un peu meilleur en montée, en descente, un peu meilleur sur les bâtons. Donc c'est bien de le savoir aussi, parce que si tu sais que le gars qui est devant toi, il est très fort sur les bâtons en montée, en marchant, et qui met une pilule à un moment donné, tu vas essayer de décrocher justement pour pas te brûler, tu vois. Donc ça, il faut quand même le savoir d'un point de vue stratégique. Tu connais les qualités, les défauts de chacun, donc tu sais quand est-ce qu'il faut appuyer ou pas. La hard rock en juillet, ça veut dire pas d'UTMB en août? Alors, un UTMB avec une autre casquette. D'accord. Non, mais c'est vrai parce que l'UTMB, je l'ai fait 5 fois, toujours en course, donc j'ai jamais eu la chance, et c'est une chance de pouvoir vivre cet engouement un petit peu festif de la semaine qui a l'air merveilleux. On m'en dit. Est-ce que toi tu te mets dans ta bulle mais tu vois pas tout ce qui est fait? Je suis enfermé dans le logement et puis je me mets dans ma bulle et je vois pas tout ça. Donc j'aimerais vraiment vivre cette semaine sous un autre angle et éventuellement même aller suivre la course en tant que spectateur, et puis je serais capable de faire la même nuit blanche que lorsque je cours pour aller voir les copains. T'as pas été tenté d'aller faire un autre format par exemple? Non, parce qu'en fait, vraiment, la brique centrale, je l'ai dit, c'est la hard rock. J'ai vraiment envie de focuser là-dessus. Ça, c'est la fin de mon année. Et si, après cette hard rock, il y a l'énergie, il y a l'envie de faire autre chose, je reconstruirai quelque chose derrière. Mais pour l'instant, c'est vraiment le focus sur la hard rock. Si t'as trop de trucs dans la tête, là, t'en mêles et
et c'est trop de charge, tout ça. Ouais. Même si la planification est importante, donc là, l'élément central, on l'a compris, c'est la hard rock. Bon, l'UTMB, tu y passeras parce que c'est un rendez-vous et puis toi, tu as Pour envie de dire vivre bonjour. ça un peu différemment. Forcément, tu es très attendu parce que tu es très populaire. Et cette deuxième partie d'année, c'est peut-être la fin de ta saison, mais cette deuxième partie d'année, à quoi tu t'attends? J'imagine que les Réunionnais aimeraient te voir à la Diag. Je ne sais pas si toi, tu as prévu d'y aller. Qu'est-ce que tu vas préparer il pour est la obligé, ouais. seconde partie de saison, là, la seconde partie d'année 2025? C'est vrai que l'année dernière, si tu m'avais posé la question, et même scénario Diagonale des Fous, je t'aurais dit j'y retourne. Mais on apprend. On apprend sur le temps, on apprend sur soi aussi. Et ce travail mental dont on parlait tout à l'heure, je l'ai fait cette année de manière plus approfondie. Et j'ai appris à me connaître un petit peu plus, en tout cas sur ce qui me fait vibrer en ce moment. Et j'ai bien compris que la performance n'est pas centrale dans mes éléments de motivation. Ouais. Ce qui fait que si je retourne à la Diagonale des Fous, là, cette année, je la connais, je l'ai vécue, j'ai eu les sensations, j'ai gagné. vu ce que c'est le public, je l'ai gagné. Donc, en termes de performance, là, tout de suite, je peux pas faire mieux, tu Ouais. vois. Ce qui fait que Tu vois pas ce que tu as à aller chercher ouais, là-bas, voilà. en fait. Ouais. J'ai envie de la refaire parce que c'est fou cet engouement, ce décor et tout. Mais pour pouvoir rekiffer tout ça, il faut Ouais. que je l'oublie un petit peu. Ouais, je comprends. Voilà, donc c'est vraiment ça la raison qui fait que je ne vais pas y retourner cette année. Je vais laisser passer 1 an ou 2 histoire de l'oublier un petit peu Ok. pour que quand je revienne, je revive comme une première fois cette course à nouveau. Et c'est ce qui me permet ensuite de faire une belle course. Quelles sont tes envies alors pour la seconde partie d'année? Alors, si j'ai encore l'énergie, j'aimerais bien refaire une course super compétitive sur la deuxième partie de l'année. Il faut savoir que dans le trail, les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans. Ah. Voilà, donc les championnats du monde, c'est aussi une course qui peut être Oui, très le compétitive. maillot, Et puis voilà, il y a ce côté aussi un peu maillot, cocardier, bien sûr. représenter un pays. Et il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on dit que la course à pied, c'est un sport individuel. Et sur ces courses-là, il y a un classement par équipe. Il y a un classement Ce qui par veut dire équipe, que ouais. si tu es à la rue à un moment donné, là, pendant la Tu peux course, t'accrocher sur tu ça. Ouais. t'accroches et tu t'arraches pour l'équipe. Et, Pour je les trouve potes, que, et je trouve que de faire ça, c'est quand même vraiment sympa comme expérience, tu vois. Donc ça pourrait être un projet qui m'intéresse. Ça a lieu en septembre, voilà, fin septembre. Maintenant, il faut être qualifié. Ça veut dire qu'il faut faire une assez bonne saison et des résultats assez bons pour que le sélectionneur te prenne dans l'équipe pour aller faire cette course. Donc c'est pour ça que je dis que tant que j'ai pas fait la hard rock, tant Ouais. que j'ai pas fait ces courses-là, Voilà. tant que j'ai pas vu mon niveau de performance, je sais pas si je peux envisager ce projet-là ou pas. Ta Mais saison peut évoluer en fonction de ce qui se passe à la exactement. Hard Rock. Et s'il n'y a pas championnat du monde, ben, il y a encore des très très belles courses qui auront lieu septembre-octobre, Ouais. auxquelles je m'inscrirai un petit peu comme ça au dernier moment pour aller refaire une course. Là, c'est Mathieu l'ultra trailer, Mathieu l'aventurier désormais, parce que tu nous l'as dit, tu as démarré une série à épisodes, c'était l'épisode 1. Oui. Il y a des rumeurs d'autres courses qui t'attireraient, l'Iditarod Trail en Alaska, Oui. j'ai vu ça. J'ai vu le Lapland Arctic Ultra en Suède. Ton problème, c'est que tu traînes un peu trop avec Thierry Corbarieux, qu'on embrasse et qu'on a déjà reçu, qui est C'est un mentor pour un moi, je sacré l'adore Thierry. aventurier. Ces courses-là, ça fait partie des choses qui t'attirent. Est-ce que déjà tu as cette fascination pour le froid plutôt que pour le chaud? Est-ce qu'on te verra forcément plus sur ces territoires-là que dans le chaud, le marathon des sables, ce genre de choses? J'aime beaucoup le chaud et le froid. Le chaud extrême, j'ai couru dans le désert du Sahara. J'aime le chaud aussi humide dans les jungles. Mais le froid a quand même ce côté c'est le plus difficile en fait. C'est le plus extrême, c'est le plus compliqué. Toi, t'en as aucun doute. Le plus dur, c'est le froid. Ah oui, non, mais c'est sûr, en termes de choix de matériel, en Ouais. termes d'engagement mental, en termes de danger aussi, Ouais. tout est plus compliqué dans le froid. Donc c'est passionnant parce que quand tu es un petit peu passionné par tout cet aspect aussi un peu casse-tête de pouvoir survivre dans le froid, c'est vraiment passionnant. Et aujourd'hui, je suis encore tout à fait très nul. Même si j'ai réussi à aller... non, mais Quand même. Oh, il y en a des plus nuls, j'imagine. Ouais, il y en a des plus nuls, ouais. Ouais. j'ai été capable d'aller au bout de cette course et de bien faire parce que j'ai un mental de teston, tu vois. Ouais. Mais je me suis blessé, j'ai T'as eu des souffert. gelures? T'as souffert de gelures? Oui, de ce j'avais genre la de choses? peau, du visage complètement cramé. Les doigts, j'ai réussi à les préserver, mais bon, c'était borderline plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de bêtises, tu vois, et ça me passionne de me dire, ok, j'ai appris tout ça et j'aimerais y retourner maintenant pour voir avec ce que j'ai appris, ce que je vais changer au niveau matériel, ce que je vais changer en termes d'engagement, de stratégie de sommeil, de stratégie nutritionnelle. Est-ce que mon expérience va s'améliorer? Est-ce que je vais moins souffrir? Ouais. Là, aujourd'hui, sur une Yukon Arctic Ultra, je souffre 95% du temps, Ouais. et beaucoup.
j'aimerais bien voir si un jour je suis capable de rester à moins 40 pendant une semaine en souffrant moins de 50% du temps. Et je suis encore très très loin de ça. Voir si avec les années, les conseils, l'expérience et la façon de t'entraîner et aussi d'aborder ces courses, tu peux la vivre mieux peut-être. Exactement, voilà. Et ça c'est un projet sur plusieurs années. Et les courses dont j'ai parlé, c'est des courses qui t'attirent? Oui, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Des courses sur le cercle arctique, il y en a en Alaska, dans le Yukon et puis dans le nord de l'Europe. C'est le même principe ces courses-là? C'est le même principe, point A, point B, 500, 600 bornes plus loin et c'est le même type de distance, ouais? Alors non, la plus longue du monde, elle s'appelle Iditarod, tu l'as dit, elle fait 1000 miles. Donc 1600 km. 1600 km, ouais. Oh là là. Non. Ouais. Bah bon courage. Hein. Elle est en Alaska à la même période et c'est une course, il n'y a que 30 dossards et c'est très très compliqué pour avoir un dossard, il faut avoir une énorme ils arrivent à trouver 30 personnes qui ont envie de faire ça. Ah mais oui, Ouais, 30 fous, ouais. Ça, c'est fort. mais en fait, faut savoir que dans le monde de ces courses-là un peu extrêmes, on le sait pas, mais il y a une énorme communauté. C'est sûr, bien sûr. Il y a une énorme communauté, ils sont beaucoup. Alors, c'est des courses qui sont moins médiatisées parce qu'on comprend pas trop ce qui s'y passe. Ouais. Mais il y a une énorme communauté et détrompe-toi, il y a beaucoup de demandes. Et pour avoir un des 30 dossards, c'est un projet très très long terme. Mais 1600 km, là, c'est une logistique qui n'a rien à voir. C'est de l'autosuffisance aussi? Tout pareil, sauf que tu peux te faire envoyer à l'avance ce qu'ils appellent des drop bags, donc des colis. Tu te fais envoyer des colis dans lesquels tu vas mettre de la nourriture pour récupérer en chemin. Des chocolatines, Yodu. Alors tu mets pas des chocolatines parce qu'il y a moins 40, il y a moins de péter dans le dessus. Par contre, ce qui est marrant, c'est que comme il y a beaucoup d'abandons, tu peux récupérer les trucs des autres. Tu récupères les colis. Il faut être sûr qu'il a abandonné par contre pour une question de colis. Tu le sais parce que quand tu arrives au checkpoint, ils te disent qu'il a abandonné derrière. Donc sinon c'est une stratégie de course, tu vas piquer dans les trucs. Non, justement, il y a beaucoup de respect dans ces courses-là parce que quand tu es en galère, en survie, t'es plus dans l'entraide que dans ce genre de comportement. C'est sûr. Mathieu, c'était passionnant de t'écouter. Un grand merci d'être passé par ici. On était ravis de proposer ce format, un peu plus de projection que raconter précisément la Yukon Arctic Ultra, mais on te félicite encore et puis tu le sais, de toute façon tu es un ami d'RMC Running, donc tu reviens quand tu veux. Il est recordman du monde. Hein. Et surtout recordman du monde RMC. Oui, parce que dans ton palmarès, le record du monde RMC, tu le mets où par rapport à la Diagonale des Fous Ah oui, j'ai été plus là, oui, le fameux le stade de Charletti. Oui, c'est vrai que j'ai un record du monde, bien sûr, c'est incroyable. Ouais. Grâce à nous, ton nom est dans le Guinness. Le jour où je referai un CV, tu sais le CV, le papier où tu mettrais record du monde. Ah, donc ça fait partie des lignes que tu mettras. Eh ben oui, t'es dans la case hobby en bas là, et c'est le truc que tu essaies de vite aller discuter avec le recruteur parce que tout le reste c'est un peu du mensonge. Que tu parles bien anglais, espagnol, que tu maîtrises Excel, que tu aimes la lecture, tout ça c'est des conneries, tu vois. Maîtrise Excel excellente, tout à fait. Bon, oui, bravo. Et c'est vrai qu'en tant que recordman du monde, on se comprend. Bravo Mathieu. C'est ça, c'est le seul point commun qu'on a avec lui, Johan, finalement. C'est ça, ouais. Maintenant, il faudrait le refaire, mais dans le froid. Oh non, tu connais pas le coach, lui il ne voudra jamais venir. Non, mais écoute, on pourra envisager d'autres défis, peut-être pas à ta mesure, mais tu viendras participer avec plaisir. Merci Mathieu Blanchard d'être venu. Un grand merci à toi aussi, Maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer RMC Running, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.